tous. Je suis très honorée de vous présenter ce nouveau rendez-vous littéraire autour de Leonora Miano en compagnie de l'actrice Anna Mouglalis et de l'historienne de la littérature Fanny Arama. Leonora Miano, il y a presque 2 ans, Anna Mouglalis m'a fait découvrir votre œuvre. Vous êtes née au Cameroun et vous avez passé votre enfance à Douala avant de venir étudier la littérature anglo-américaine en France. Riche de vos multiples origines, vous interrogez les notions qui nous paraissent les plus évidentes avec une grande rigueur, la liberté, la souveraineté, le féminisme. Et vous parvenez à décentrer le regard que porte l'Occident sur le monde et qu'il a imposé en termes de valeurs à une grande partie de l'humanité. Vos livres témoignent d'une intimité révoltée et qui cherche par tous les moyens à se frayer un chemin vers la vie, malgré les abîmes. Vous explorez les ténèbres et la densité de la souffrance sans jamais vous y engouffrer car vous refusez toute position victimaire ou misérabiliste. Et vous cherchez par votre franc-parler à provoquer la rencontre et à nous interpeller, nous lecteurs, mais aussi à lui insuffler un nouvel élan par la texture poétique et sensuelle de votre écriture. Et nous allons maintenant écoutez Anna Mouglalis qui va nous lire Stardust, dans lequel vous revenez sur vos premières années à Paris, où vous avez connu la précarité et découvert la France des marges. À 23 ans, vous êtes accueillie dans un centre d'hébergement d'urgence avec votre fille qui est alors âgée de seulement quelques mois. On suit pas à pas le parcours de Louise, qui veut s'en sortir. Et on découvre aussi la détresse et le quotidien de ces femmes qui ont connu des destins perturbés, des hommes qui les ont parfois violentées ou abandonnées. C'est ce courage de vivre qui est admirablement bien évoqué dans Stardust, qui questionne aussi nos sociétés sur les conditions de l'hospitalité. Donc je vais laisser maintenant Anna nous faire la lecture. Merci. Comme beaucoup parmi les femmes de Crimée, Véronique est l'anomalie de sa famille, l'intruse. Nul parmi les siens ne sait donc qu'une mauvaise chute a interrompu sa carrière de danseuse. Elle boite un peu, souffre du dos. Louise saisit l'enveloppe, elle sort les photos, regarde. Véronique en juste corps et collant noir, un boa blanc lui enserrant les épaules. Véronique en robe d'été, avec chapeau à large bord. Véronique à cheval, assise sur le sable, couchée dans un hamac. Heureuse, mais déjà seule. Toujours seule sur ces images. Les hommes ont contemplé cette femme, mais ils ne l'ont pas connue. Il ne reste rien de leur désir. Leur admiration n'a laissé que ces clichés glacés. Inutile de mourir pour disparaître, il suffit de n'être rien pour personne. Louise ne commente pas ces images. Véronique a 3 ans de moins que sa propre mère. Ses cheveux frisés commencent à grisonner, là, aux tempes. Véronique n'a plus d'envie, plus de projet, seulement des regrets, un lourd sentiment de culpabilité. Louise se demande pourquoi les femmes se sentent si vite coupables. Véronique a simplement tenté de vivre ses rêves, d'être libre. Elle en avait le droit, et même le devoir. À 42 ans, ce n'est pas comme si tout était fini. Bien des choses seraient encore possibles pour elle si la société était mieux faite. Véronique n'y croit plus. Elle s'accroche à ses photos vieillies pour arrêter le temps, rideau sur le futur. Louise ne dit pas ce qu'elle pense. Elle ne sauvera aucune des femmes de Crimée. Elle n'en a pas les moyens. Merci beaucoup, Anna. Leonora, vous avez écrit ce roman il y a plus de 20 ans, mais vous avez choisi de le publier aujourd'hui. Pourquoi ? C'est vrai, ce texte est ancien, mais il m'a paru à l'époque un peu risqué de le donner à lire tout de suite sans avoir en quelque sorte gagné mes galons d'auteur. Je voulais d'abord que l'on connaisse éventuellement mes qualités et ne pas courir le risque d'être enfermé dans ce qui pour moi était un moment de ma vie, mais qui pouvait très facilement me coller à la peau si je commençais à me révéler, à me dévoiler de cette manière-là. Il est très aisé de vous enfermer dans la précarité, dans la souffrance. Donc voilà ce que je tenais à éviter à l'époque. Et quel regard portez-vous sur la jeune fille que vous étiez alors ?
Je devrais peut-être pas le dire, mais bon, après m'avoir lu, on ne sera pas étonné. Je suis très fière d'elle. Écoutez, je suis très fière de cette petite jeune femme de 25 ans. Je la trouve pas si bête. Je trouve qu'elle a un peu de caractère, qu'elle a un regard sur le monde, qu'elle a ses audaces aussi, qu'elle ne craint pas ses fragilités. Enfin, je lui trouve toute une série de qualités. J'en suis très fière d'émaner d'elle, quelque part. J'ai beaucoup de tendresse aussi pour sa manière d'exprimer sa fragilité avec bravade, de se sentir peut-être oppressé, mais de refuser d'être vaincu. Dans un moment de défaite, de refuser à toute force d'être vaincu. Voilà, donc j'aime beaucoup tout ça chez elle. Et je la félicite. Charlotte, qu'est-ce qui t'a le plus interpellée quand tu as lu pour la première fois ce livre poignant ? Quelque part, oui, Stardust, c'est quand même un livre déchirant. À la fois cette émotion de voir à quel point, à partir d'une expérience extrêmement douloureuse, on peut en faire littérature, on peut en faire une œuvre d'art. Et c'est toujours extraordinaire de voir ce que l'être humain peut par ses capacités créatives, symboliques, par sa capacité à croire en lui et à rêver une autre vie aussi, de s'en sortir. Et quelque part, on rentre dans l'intimité de ces femmes. Et ça m'a énormément touchée, la manière dont vous leur redonnez vie, en montrant qu'elles ont eu un passé, une histoire avant d'être dans cette situation de précarité et qu'elles avaient des rêves. Et ça m'a bouleversée. Voilà. Mais la plupart de celles qu'on rencontre dans le roman sont des femmes que j'ai beaucoup aimées, même si je ne voulais pas me lier. Si on est un être sensible, on sera quand même touché. J'ai beaucoup aimé Véronique. J'ai des détails très très vivaces à l'esprit la concernant. Je pense que c'est une femme que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais son élégance, sa très grande dignité. Le fait aussi que pour moi, il fallait très peu de choses pour lui venir en aide. Il fallait seulement l'écouter un peu et puis lui donner un peu de temps. Mais le lieu où nous étions n'avait pas le temps. C'était pas un endroit pour avoir du temps, pour consacrer du temps. Et ce que je voulais faire, c'était ça, c'était raconter un peu qui se trouve dans ces lieux qui sont dans la ville, mais que la ville ne connaît pas. Ce ne sont pas des endroits qui se font remarquer. Et je voulais vraiment raconter de l'intérieur tous ces destins un peu cabossés, mais qui gardent leur beauté. Si on les raconte, on la voit, cette beauté, même si elle est un peu abîmée. Et j'avais besoin de faire ça. C'était comme peut-être pas tout à fait une sépulture, mais un hommage littéraire à nous toutes, dont la société se souvient peu. Et puisque moi, en ayant été là, en ayant été une de ces femmes, j'avais ce talent d'écrire, je voulais absolument écrire ce que nous avions vécu. Voilà. Et ce que je pense d'autres vivent encore aujourd'hui, dans ces mêmes lieux. Et toi, Anna, qu'est-ce que tu as ressenti en lisant Stardust pour la première fois ? J'ai été saisie par la puissance littéraire du livre. C'est un rythme. Enfin, le fond et la forme sont indissociables. Et pour moi, c'est un roman autobiographique, mais un roman nécessaire. Il y a énormément de fiction sur les réalités de la précarité, les réalités de l'immigration. Et c'est avec un roman autobiographique que Léonora vient, pour moi, montrer ce qu'on invisibilise et remettre de la vérité. Il y a quelque chose de l'ordre du documentaire, vraiment, dans cette écriture, et c'est vraiment nécessaire. Charlotte, ce qui t'a intéressé aussi dans ce livre, c'est la manière dont Léonora évoque la maternité, puisque dans le livre, elle est maman d'une petite Bliss avec laquelle elle vit, donc dans ce centre d'hébergement d'urgence. Il y a un petit passage, en fait, dans Stardust,
que je trouve très fort et qui m'est resté dans la tête, où vous dites « Bliss enfante Louise l'oblige à se tenir debout ». Et un peu plus loin, vous dites que l'enfant ne réclame aucun sacrifice, seulement la présence, la joie, la douceur, l'épanouissement. Et donc, quelque part, vous donnez une vision émancipatrice de la maternité dans une situation extrêmement précaire. Et c'est votre fille qui vous redonne ce désir de lutter et une subjectivité qui vous pousse quelque part à vous épanouir. J'ai trouvé ça très, très beau, la manière dont vous dites que finalement c'est elle qui vous a obligé justement à vous tenir et pas seulement à la tenir elle. Anna, tu as une fille. Est-ce que sa naissance a modifié le regard que tu portais sur le monde ? Bien sûr, ça a changé énormément de choses parce que bon, souvent, en tant que femme, par exemple, en littérature, on peut se sentir orpheline, ne pas trouver, par exemple, les voix d'hier. Et donc, quand j'ai eu ma fille, moi, je suis allée les chercher. Donc, depuis qu'elle est née, par exemple, je ne lis que des femmes. Mais c'est extraordinaire, parce qu'il y a un océan de ces chefs-d'œuvre. Et voilà, pour moi, ton écriture, elle est vraiment à cet endroit-là. Heureusement qu'on ne me voit pas rougir. On n'a pas conscience que je rougis. Mais il se trouve que j'ai eu la chance, l'immense privilège de mettre au monde un enfant exceptionnel, qui ne m'a pas fait souffrir en venant au monde. Elle est née en 2 heures. Et qui était un enfant joyeux, qui ne demandait rien, mais vraiment rien d'autre que ma présence. Mais elle était aussi, à mon égard, d'une telle confiance, d'un tel abandon, que j'étais bien obligée de me dépasser pour tout lui donner. Donc elle m'a botté les fesses, mais en douceur. Hein. Elle m'a obligée à me dépasser et à connaître ma force, à découvrir que j'étais capable de choses que je n'avais même pas imaginées, puisque de toute façon, je ne m'étais jamais imaginée dans une telle situation. Donc oui, elle m'a aidée à naître à moi-même, vraiment. Et est-ce que sa naissance a provoqué un changement dans votre rapport à l'écriture ? Est-ce qu'il y a eu un avant, un après dans... Non, je ne dirais pas ça. Mais avec elle sont nées toutes sortes d'angoisses qui habitent, je pense, les mamans. Hein. Déjà, ça avait commencé pendant la grossesse. Je me souviens très bien que l'été 95, ma fille est née en septembre 95, il y avait eu des attentats dans le RER à Paris. Et le jour de l'attentat, j'avais pris le RER. Et j'ai été donc habitée par un sentiment de culpabilité immense de mettre un enfant au monde, dans ce monde-là. On sait à quel point Gabrielle Chanel a libéré le corps des femmes en lui permettant d'être élégante tout en restant très active, en mouvement en permanence. Dans vos romans et dans vos essais, vous parlez du rapport singulier qu'ont les femmes subsahariennes à leur corps. En quoi est-il singulier ce rapport au corps des femmes subsahariennes et en quoi diffère-t-il des codes occidentaux ? Il me semble que en Europe, en France en particulier, la féminité s'exprime à travers une sorte de renoncement à la puissance physique. Et puis, alors, il faut beaucoup minauder, battre des paupières, c'est ça qui est féminin, pleurer si on peut. Chez nous, c'est un peu l'inverse. Hein. Si vous prenez la société Yoruba, par exemple, une société très intéressante, la société Yoruba précoloniale, qui considère que le flegme, le sang-froid, est une qualité féminine. Ce sont les femmes qui raisonnent, les hommes sont des créatures qui s'éparpillent et à qui on ne peut pas faire confiance, et à tel point que, au sein d'instances initiatiques, rituelles, pour incarner le pouvoir, que l'on soit homme ou femme, il faut se vêtir de manière féminine. Et donc, dans cette société yoruba, bien que la femme ne fasse pas la guerre, c'est elle qui incarne le pouvoir. L'homme fait la guerre à son service. Il fait la guerre qu'elle a décidée. Donc, quand vous êtes celle qui incarne le pouvoir, il est très rare que votre expression première soit la minauderie.
Ce n'est pas ça. On ne refuse pas que votre corps soit imposant ou fort, physiquement fort, vraiment, et que cela se voit. C'est simplement un autre rapport, une autre définition même de ces questions de genre, et qui sont intéressantes à redécouvrir aujourd'hui, parce qu'évidemment, ces sociétés ont été modifiées par leur rencontre avec l'Europe, et aujourd'hui en Afrique aussi, la féminité, c'est battre des paupières et pleurer un peu. Bon, c'est une question qui me passionne. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas un genre féminin en Afrique, il y a des genres féminins. C'est une grande complexité, mais aussi une grande richesse qui peut encore nous inspirer aujourd'hui, pour peu que nous puissions considérer que l'Afrique aussi peut nous proposer des références. Ces modèles féminins qui sont très divers, vous en parlez dans L'autre langue des femmes, qui est un essai dans lequel vous parlez de toutes sortes de modèles féminins. Vous parlez du féminisme et vous dites « Le recours au féminisme pour qualifier tout ce qui intéresse les vécus féminins à travers le monde témoigne d'une incapacité à nommer sa propre réalité, à élaborer pour soi-même des concepts et à les faire valoir dans la conversation avec les autres. Pourquoi le terme féministe et féminisme doit-il être manié avec précaution ? » Alors déjà, dans ce petit passage, je déplore ce manque de créativité, de confiance dans sa propre capacité à proposer des concepts, à les faire accepter aux autres. Je déplore ce manque de confiance en soi de la part des jeunes africaines d'aujourd'hui qui pensent que si elles veulent proposer une théorie de la libération pour les femmes, il faut absolument que ça s'appelle un féminisme. Il est rare que ce qui s'appelle féminisme en Afrique subsaharienne, par exemple, mette l'accent sur l'égalité entre les sexes. Ce n'est pas la question première. Et pourtant, ça veut s'appeler féministe. Je pense que ça devrait s'appeler différemment et qu'il ne faut pas craindre d'oser nommer autrement sa propre proposition. Voilà, c'est finalement un peu dommage pour tout le monde que le terme lui-même ne soit plus très clair et que féminisme devienne finalement une espèce de grande maison que toutes les femmes peuvent habiter parce qu'elles sont des femmes, même si politiquement elles poursuivent des buts opposés. Mmh. Charlotte, à quel moment s'est établie ta première rencontre avec le féminisme ? C'est peut-être en étudiant la philosophie. J'ai eu un petit choc quand je me suis rendu compte que certains des plus grands philosophes de notre histoire étaient profondément misogynes ou avaient pu écrire des textes atroces sur les femmes tout en défendant une certaine idée de la rationalité. Et ça m'avait profondément heurtée ou... presque je n'arrivais plus à écouter certains concepts philosophiques en me disant que dans la tête de ce monsieur, une partie de l'humanité était exclue de son concept. Et donc ça m'a encouragée à rapidement aller voir du côté des femmes philosophes. C'est vrai que j'ai commencé à lire Simone de Beauvoir et aussi à réfléchir sur cette question et à confronter mes professeurs de philosophie avec toutes ces problématiques. Je voudrais vous poser une question, Léonora Miano. Quel conseil donneriez-vous à une jeune personne qui souhaite s'engager dans l'écriture ? Moi, je recommande beaucoup aux jeunes gens l'indocilité. Je crois que quelqu'un qui veut s'engager dans l'écriture, ça n'existe pas comme ça. Il y a quelqu'un qui est poussé à écrire et qui le fera. Ce qu'il faut faire, c'est trouver sa voie. Ne pas essayer d'être Shakespeare ou Faulkner, parce qu'il y a un Shakespeare et un Faulkner, il y a une Toni Morrison, mais trouver sa voie. Alors ça peut prendre un peu de temps, mais pour la trouver, il y a une chose très très simple à faire, c'est qu'il faut écrire. Merci beaucoup, Léonora Miano. Merci Charlotte, merci Anna.